Il faut commencer par travailler là-dessus, il faut taper du poing sur la table, il faut exiger effectivement que les frontières européennes soient protégées, qu'on ait une forme d'émigration choisie et non pas subie. Denis Père, bonjour. Bonjour. Merci d'être passé nous voir à Boulevard Voltaire. Vous avez 60 ans, vous êtes diplômé de l'ESSEC après une vie bien remplie, vie d'entrepreneur à succès, fondateur de start-up devenues des grosses entreprises, Business Objects, Kiala, je vais y arriver. Vous êtes actuellement à la tête d'une entreprise d'énergie qui s'appelle Nature and People First. C'est une manière de produire de l'électricité. Vous êtes le fondateur aussi du mouvement patronal Croissance Plus, et vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle Le Contrat Mondial, publié aux éditions First en 2021. Le voilà, ce livre. Et alors, ça c'est pour ce qui touche à l'entreprise, mais vous n'êtes pas seulement un businessman, vous faites aussi partie des rares entrepreneurs qui vous intéressez aussi à la politique, un peu comme un certain Donald Trump, finalement. Mais je ne vous compare pas. Vous êtes libéral, vous êtes un réformateur, mais aussi conservateur sur les valeurs, c'est ce que vous dites, et vous avez fondé en 2013 le parti Nous Citoyens. Vous avez été candidat à la primaire de la droite en vue de l'élection présidentielle de 2022, mais vous n'avez pas obtenu les parrainages suffisants. D'ailleurs, des circonstances un peu troubles, on n'y reviendra pas, c'est Valérie Pécresse qui a été désignée. On connaît la suite. Vous avez des regrets d'ailleurs? Non, j'ai aucun regret parce que j'ai eu l'occasion de... Non, parce que j'ai eu l'occasion quand même d'exprimer mes idées. Elles ont permis de cranter un peu le débat avec, effectivement, parmi les autres candidats, Valérie Pécresse et Éric Ciotti, qui ont repris un certain nombre de ces idées. Je regrette effectivement de ne pas avoir pu y passer plus de temps, mais Christian Jacob, qui était le président des Républicains à l'époque, ne souhaitait pas de moi comme candidat à la primaire des Républicains. Donc il a tout fait pour que ce soit pas le cas, mais c'est pas dramatique. Moi, j'avais aucune ambition personnelle. Ma seule ambition, elle était que le pays avance et que le débat avance, et donc c'est ce que j'ai cherché à faire, et j'ai pu en faire au moins une partie. Voilà, alors ça ne nous empêchera pas de parler de politique avec vous, en tout cas, et notamment des retraites qui jettent de nombreux Français dans la rue. Alors cette réforme des retraites, je voulais vous demander, Denis Père, est-ce qu'elle est indispensable d'après vous? Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce qu'elle est imposée par Bruxelles? Ou est-ce que finalement il y a une logique interne nationale qui l'impose? Moi, je pense qu'elle est indispensable parce qu'on a un problème démographique qui est absolument majeur. On a une extension de la durée de vie, l'espérance de vie qui est très significative. On a pratiquement 3 ans de plus en 20 ans pour les femmes et 5 ans de plus en 20 ans pour les hommes. Et on a un problème de natalité qui est absolument majeur aussi. Donc tous les scénarios crédibles, sérieux, montrent qu'effectivement, on a un problème de financement des retraites. Alors après, on ne va pas baisser les pensions, même si certains aimeraient le faire. On ne va pas non plus agir sur d'autres paramètres qui ne seraient pas forcément très agréable. Le plus simple, ça reste effectivement, on ne va pas augmenter les cotisations en particulier, parce qu'on est le pays le plus taxé au monde. Et donc, le paramètre le plus évident, c'est de jouer sur l'âge de la retraite. D'autant qu'on fait partie des pays d'Europe qui ont un âge de départ à la retraite qui est le plus bas. On est à 62 ans. La plupart des pays européens sont passés à 65, 67, voire même beaucoup plus. Des pays comme l'Espagne et l'Italie sont respectivement à 65 et 67 ans déjà. Et le pays n'est pas à feu et à sang. Et d'ailleurs, l'espérance de vie dans ces pays-là est même plus importante que chez nous. Donc, comme quoi, travailler plus longtemps, c'est pas forcément du tout une mauvaise chose. Donc, je pense qu'elle est indispensable, cette réforme. C'est peut-être le dernier levier, d'ailleurs, de baisse, entre guillemets, facile et rapide de la dépense publique. Après, c'est des leviers beaucoup plus compliqués, des problématiques d'organisation qui sont beaucoup plus lourdes et complexes à mettre en place. Donc, je pense que c'était nécessaire pour essayer de retrouver un peu de compétitivité, puis donner un peu de perspective, effectivement, à ce système. Après, ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas du tout évoqué d'autres pistes qui sont indispensables, parce qu'on est, encore une fois, face à un système dont certains parlent de pyramide de Ponzi. Je pense que c'est pas faux. Je pense qu'à terme, c'est vraiment de ça dont on parle. Et donc, une des options, une des solutions, c'est aussi de mettre en place un système par capitalisation, ce qu'ont fait aussi la plupart des pays d'Europe, et qu'on n'a pas fait non plus, qui est l'alternative à la répartition, et qui aurait d'autres avantages par ailleurs, qui permettrait aussi de donner des capitaux, des fonds propres importants à nos industries, ce qui nous a beaucoup manqué ces 30 ou 40 dernières années. Donc ça a été un débat
c'est une réforme qui est assez basique, assez élémentaire, qui revient pas non plus sur des régimes spéciaux de retraite qui sont absolument scandaleux, inadmissibles, pour des conducteurs de la SNCF qui partent à 52 ans, qui vont partir à 54 ans. Dans les faits, ils partent déjà à 55, donc on peut dire qu'ils sont pas concernés, et qui sont évidemment des mesures qui datent de l'époque de la machine à vapeur, qui a évidemment disparu depuis très longtemps. Quand vous êtes assis dans un TGV, vous n'êtes pas du tout soumis aux mêmes conditions de travail. Donc, et ce type de régime, effectivement, coûte une fortune. On n'a pas du tout revu non plus le mode de calcul de la retraite des fonctionnaires, par exemple, qui repose sur les 6 derniers mois, alors que dans le privé, on fait le calcul sur les 25 dernières meilleures années. Donc, il y a des écarts de fait considérables avec la même cotisation. Vous n'avez pas du tout droit aux mêmes retraites que vous soyez salarié du privé ou du public. Vous êtes une infirmière ou un enseignant du secteur public, vous avez une retraite qui est pratiquement 20% supérieure à cotisation égale à celle d'une infirmière du secteur privé ou un enseignant du secteur privé. C'est absolument anormal. Tout ça n'a pas du tout été retouché pour essayer de limiter évidemment l'ampleur de la contestation. On a néanmoins eu beaucoup de contestations parce qu'on est en France. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Ça n'a pas empêché la contestation qui est considérable. Oui. Quelles ont été les erreurs du gouvernement? Est-ce que ça a été justement de ne pas aller assez loin? Est-ce que ce sont des erreurs de forme, de fond? Comment est-ce que vous voyez ça? Il y a peut-être eu des erreurs un manque de pédagogie, probablement, en affirmant plus effectivement ce qu'étaient les problèmes, ce que faisaient les autres pays d'Europe, que quand on vit plus longtemps, il est normal qu'on travaille plus longtemps, ce que tous nos voisins européens ont accepté, peut-être pas suffisamment présenter les enjeux auxquels vous faisiez allusion sur la dimension aussi financière du sujet, c'est-à-dire la pression, pas forcément de l'Europe, de Bruxelles, oui, d'une certaine manière, mais indirectement des marchés financiers, qui considèrent qu'un pays comme la France ne peut pas continuer à avoir une retraite qui pèse 14 points de PIB, qui est 2 fois la moyenne de l'OCDE, et continuer à s'endetter dans des proportions aussi significatives. On va emprunter cette année 270 milliards d'euros, c'est un record. C'est d'ailleurs pratiquement l'équivalent de l'enveloppe des retraites, qui est d'un peu plus de 300 milliards. Et pour continuer à pouvoir emprunter ces sommes, il faut montrer à nos prêteurs qu'on est capable effectivement de réformer le pays pour être en mesure de pouvoir rembourser un jour ces sommes. Et donc cette dimension-là, on n'a pas voulu nécessairement l'évoquer. Je pense que c'est un élément important et que les Français sont parfaitement capables de comprendre qu'on doit tenir notre dépense publique, on doit maîtriser notre dépense publique pour continuer à pouvoir, ne serait-ce que s'endetter et continuer à financer la dépense publique. Et malheureusement, un certain nombre de ces statuts en or qui, pour beaucoup, sont assez contestables. Ouais. Alors, vous êtes favorable à une diminution drastique de l'action de l'État dans l'économie, mais sur tous ces sujets, et notamment sur la présence de l'État dans l'économie, les Français semblent réclamer au contraire plus d'État. Et la solution de retraite par capitalisation que vous évoquez n'est même pas rentrée dans ce débat des retraites. Non, elle n'est pas rentrée dans le débat des retraites, ce qui est d'autant plus choquant qu'elle existe déjà en plus et qu'elle fonctionne plutôt bien pour les fonctionnaires. Donc les fonctionnaires ont ce privilège de l'accès effectivement à une retraite par capitalisation. Il y a 2 systèmes, il y a la Préfonds et l'ERAFP, qui est d'ailleurs géré par les syndicats, et plutôt pas mal géré d'ailleurs, qui a des rendements qui sont plutôt très corrects. Et donc c'est très dommage effectivement que le débat n'ait pas été ouvert à cette occasion sur ce sujet-là. Les Français, ils sont demandeurs de plus d'État, beaucoup aussi parce que des discours alternatifs qui proposent autre chose sont très peu présents dans le débat public, à part Boulevard Voltaire et puis quelques autres médias, mais finalement assez minoritaires. Ce discours-là est très peu présent en France. Donc les Français ne se voient pas présenter tellement d'alternatives de façon positive. Mais si on leur rappelle effectivement les conséquences de cette situation, je pense qu'ils sont capables et qu'on leur présente des alternatives crédibles, ils sont capables d'évoluer. Ils sont très pragmatiques et intelligents, fort heureusement, en tout cas dans leur majorité. On voit bien aujourd'hui que la présence de l'État, elle est devenue, enfin, on a cette espèce d'hypertrophie étatique et de finalement totale impuissance étatique. C'est-à-dire que même sur des missions régaliennes élémentaires aujourd'hui, l'État n'est plus capable de rendre des services. Je veux dire, renouveler un passeport est un parcours du combattant aujourd'hui, simplement renouveler un passeport. L'État qui prononce des OQTF ne va finalement, des obligations de quitter le territoire français, ne va finalement en exécuter que 5%. On est dans les derniers des classements européens.
On sait que c'est compliqué. La plupart des pays, très peu de pays qui sont à 100%, il n'y en a même aucun. Mais la plupart des pays d'Europe sont entre 40 et 50%. Nous, on est à 5%. Donc on voit bien le niveau d'impuissance publique, en particulier sur ces sujets qui sont complètement régaliens. Dans ce domaine-là, personne ne peut le faire à la place de l'État. Par contre, l'État, effectivement, ne cesse de vouloir s'occuper de sujets qui sont extrêmement compliqués et sur lesquels il n'est pas forcément légitime et il est loin d'être efficace. Je pense en particulier à tout ce qui est la gestion des hôpitaux, par exemple. C'est extrêmement compliqué, la gestion d'un hôpital. C'est la gestion d'un hôtel. C'est des flux logistiques extrêmement compliqués. C'est des technologies médicales qui évoluent en permanence avec de plus en plus de technologies de l'information. Et puis, bien sûr, c'est des pratiques médicales extrêmement complexes, H24, avec des enjeux évidemment majeurs. L'État essaye de gérer les hôpitaux, mais il en est parfaitement incapable. Il a heureusement abandonné il y a longtemps la gestion des hôtels. D'ailleurs, il y en a heureusement quasiment jamais eu chez nous. Il y en avait qu'en Union soviétique et à Cuba. Mais là, il essaye de gérer des hôtels plus, quoi. Et il en est parfaitement incapable. Donc, alors, je suis pas en train de dire qu'il faut nécessairement privatiser tous les hôpitaux. Il faut probablement que les CHU restent gérés par l'État, mais sur un mode qui s'inspire des modes de fonctionnement du privé et pas les modes actuels qui sont des systèmes administratifs archi-centralisés qui ne fonctionnent pas. Ce qui est terrible, c'est que le seul hôpital de France, qui est celui de Valenciennes, qui fonctionne public, qui fonctionne sur le modèle du privé, personne ne s'en est jamais inspiré. J'ai eu un témoignage récemment d'un grand médecin qui m'a expliqué que le directeur de l'école des hôpitaux de Rennes n'est jamais allé voir comment fonctionnait l'hôpital de Valenciennes, qui est considéré unanimement comme une grande réussite parce qu'il s'inspire du fonctionnement des hôpitaux privés. Donc, on a un énorme travail à faire de refonte effectivement du fonctionnement de l'État pour que l'État se désengage effectivement assez massivement d'un certain nombre de missions sur lesquelles il est incapable aujourd'hui de rendre un service de qualité à un coût raisonnable, et l'hôpital en fait partie selon moi, et qu'il se consacre effectivement à des missions pour lesquelles personne ne peut le faire à sa place, de faire en sorte que les OQTF soient appliqués, délivrer des passeports, des choses aussi élémentaires que ça, réprimer la délinquance, des choses aussi élémentaires que ça. Oui, l'État doit s'en occuper de nouveau sérieusement, et pour s'en occuper sérieusement, il faut qu'il se concentre sur ses missions et qu'il arrête de se disperser dans de très nombreux domaines. L'autre conséquence de cette situation, d'un État qui est omniprésent, c'est évidemment la surdépense publique et donc la surfiscalité. Il faut se rappeler que on prélève 6 points de PIB de plus que la moyenne européenne, c'est 140 milliards d'euros, c'est pratiquement 3 fois le budget de l'éducation nationale. Et ça, c'est quelque chose qui détruit l'économie et qui détruit en particulier l'emploi industriel et qui détruit bien sûr la vie économique dans la France périphérique, qui fait qu'on a une industrie qui est qu'à 9 points de PIB aujourd'hui, qui est le niveau le plus bas d'Europe. On est le pays le plus désindustrialisé d'Europe aujourd'hui, alors qu'on a une immense tradition industrielle. On est au même niveau que la Grèce, qui n'a aucune tradition industrielle. On est derrière l'Espagne, qui est un pays qui n'avait pas de tradition industrielle, mais qui est encore à 14 points de PIB. Donc on voit bien que les conséquences de cette situation d'un État omniprésent, elles vont très très loin. Je veux dire, c'est pas juste un problème d'inefficacité, de services médiocres, d'incapacité à faire renouveler son passeport. Ça va beaucoup plus loin que ça. On parle de destruction de l'économie et de destruction en particulier des emplois industriels bien payés, donc un impact considérable pour les classes populaires. Et donc c'est très grave. Alors vous avez pris le taureau par les cornes vis-à-vis de cet État obèse et impuissant et incapable. Vous l'avez quitté en 1998. Vous êtes parti pour la Belgique. Vous êtes revenu 10 ans plus tard, en 2008. Et donc vous faites le constat d'une France qui est malade de ses impôts et vous dites il faut supprimer 650 000 postes de fonctionnaires. Alors, je reviens juste sur les raisons pour lesquelles je suis parti. Oui. Je suis parti parce que j'avais pas le choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'avais créé une start-up qui était devenue un leader mondial dans son domaine, qui était cotée au Nasdaq 4 ans et demi après la création, qui avait fait la meilleure IPO au Nasdaq, donc la meilleure introduction en bourse cette année-là, Business Object. Ouais. Mon associé et moi venions d'être nommés Best Entrepreneurs dans Business Week aux côtés de Steve Jobs et Steven Spielberg. C'était quand même pas tout à fait rien. Et à ce moment-là, précisément, l'État français décide de déplafonner l'ISF. D'ailleurs, un gouvernement de droite, d'ailleurs, je précise, décide de déplafonner l'ISF et me met dans une situation de faillite personnelle potentielle. C'est-à-dire qu'on me réclamait un impôt qui était très, très, très supérieur à mes liquidités et avec des actions qui étaient calculées sur la valeur de mes actions, qui représentaient 90% de mon patrimoine, qui pouvaient exploser à tout moment
parce qu'on connaît bien le Nasdaq, il y a des bulles spéculatives régulièrement, ça s'enflamme, une bulle spéculative aussi qui peut être liée simplement à une rumeur d'acquisition de la société, et tout d'un coup, paf, l'action s'envole, et là, j'ai plus les moyens de payer, je suis en faillite. Donc, il était hors de question de rester en France dans ces conditions, hors de question. Donc, je me suis effectivement réfugié en Belgique, je suis parti en Belgique où on avait un environnement normal, effectivement, et pas un enfer fiscal comme l'était la France à l'époque. Donc, et je me suis battu pendant des années. Alors, je suis parti aussi avec un projet. Je suis parti créer un Croissance Plus Europe, en fait, Entrepreneurs for Growth, l'équivalent européen de Croissance Plus, que j'avais créé en France. Et donc, j'ai continué à me battre sur ces sujets auprès de la Commission européenne, et j'ai continué à me battre pour que la France corrige ces sujets. Et en 2008, Nicolas Sarkozy a replafonné l'ISF, et donc je suis revenu en France à ce moment-là. Alors, effectivement, je réclame une baisse du nombre de fonctionnaires. 650 000 postes, ça me semble drastique, mais... Sur combien? Oui, on estime qu'il y a 7 millions de fonctionnaires à peu près. Quand on prend en compte l'ensemble des... Donc c'est un petit 10%, c'est même pas 10%. Et je pense que c'est parfaitement faisable en l'échelonnant sur un certain nombre d'années. On a 200 000 départs à la retraite chaque année. Enfin, départs à la retraite, démission, enfin quand on fait la somme de tout, c'est principalement un départ à la retraite, mais pas uniquement. Donc sur un quinquennat, on a 1 million de départs. Sur 2 quinquennats, on en a 2. On a une pyramide des âges qui est plutôt favorable avec un personnel de la fonction publique qui est plutôt âgé. Moi, je suis pas du tout favorable non plus à tailler dans le vif. Hein. Je sais pas du tout ce que je prétends. En plus, les fonctionnaires sont pas responsables de cette situation pour la plupart d'entre eux. D'ailleurs, c'est souvent des gens absolument remarquables. Enfin, moi, je travaille beaucoup avec des fonctionnaires et toute ma vie, j'ai été amené à travailler avec des fonctionnaires. J'ai souvent rencontré en France des gens qui étaient très engagés, qui avaient un vrai sens de l'État, qui subissent, qui sont les premiers à subir d'ailleurs cet environnement terriblement inefficace, parce que les premières lignes en particulier sont écrasées de procédures administratives, n'en peuvent plus, et on en est à un point où ils s'en vont. Aujourd'hui, on n'arrive plus à recruter à l'hôpital, on n'arrive plus à recruter d'enseignants, donc le système est tellement à bout de souffle aujourd'hui qu'on est même incapable de recruter des fonctionnaires. Donc les fonctionnaires sont pas... Sans parler des policiers, par exemple. Sans parler des policiers. Donc ils sont les premières victimes, effectivement, de cette situation. C'est là la raison pour laquelle ils devraient être globalement ouverts aussi à ce qu'on discute d'autres choses, d'une autre manière d'appréhender ces sujets. Et donc au final, effectivement, ça doit se traduire par des départs, principalement dans les fonctions, non pas effectivement dans les premières lignes, mais dans les fonctions administratives, qui pèsent très très lourd en France. Hein. Il y a des données, des comparaisons internationales qui sont disponibles. Par exemple, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'hôpital, on a 35% du personnel qui est affecté à des tâches administratives chez nous. La moyenne européenne, c'est 24%. Et on retrouve ça dans toutes les administrations. C'est même encore pire dans l'éducation nationale. Hein, il y a des chiffres qui sont sortis il y a quelques années, mais qui n'ont pas beaucoup évolué. Le think tank Thomas More, en 2011, avait montré qu'en comparant le système éducatif français et le système allemand, qu'en Allemagne, on avait seulement 17% de fonctions administratives. Chez nous, c'était plus de 50%. C'était plus de 50%. Donc, c'est évidemment là que se trouve le sujet et que se trouvent les pistes, effectivement, de réforme. Mais c'est des sujets qui sont complexes. C'est des hommes et des femmes, c'est des questions d'organisation. Ça peut pas se traiter du jour au lendemain d'une simple décision comme on le fait en ce moment sur les retraites. C'est encore une fois, la réforme des retraites, c'est peut-être le dernier sujet sur lequel on a un levier un peu rapide et entre guillemets facile, même si rien n'est facile, évidemment, on le voit bien. Donc sur ces sujets, ce sont des sujets de réorganisation, de management, où il faut complètement repenser le management public, il faut le réinventer, et en acceptant de revenir sur tout un tas de tabous qu'on a en France, sur ah oui mais le privé... sur tout un tas de tabous qui tiennent à une espèce de réflexe hostile des Français et de la France à tout ce qui peut ressembler à du libéralisme. Est-ce que être libéral au pays de Mélenchon, c'est pas aussi difficile que d'être communiste au pays de Bill Gates, finalement? Si, c'est très difficile. C'est très difficile. Ce qu'ont réussi de façon absolument impressionnante les étatistes qui tiennent beaucoup du marxisme, effectivement, c'est à faire passer le libéralisme pour une idéologie. Alors que moi, je ne suis pas du tout un idéologue, et les libéraux, pour la plupart, ne le sont pas. Ce sont avant tout des réformateurs qui proposent des solutions de bon sens. Tout ce que j'évoque là, c'est du bon sens. Et simplement, parce qu'il y a un certain nombre de dogmes, d'oukases, qui sont passés par une minorité d'ailleurs de gens, mais souvent très représentés dans la presse, malheureusement, eh bien on ne touche pas effectivement un certain nombre de domaines. On ne va pas confier une partie de la gestion des affaires publiques au privé
à travers des délégations de services publics, des concessions, des choses qui marchent extrêmement bien déjà dans un certain nombre de domaines, par exemple les crèches, ou dans certains domaines du transport. Le transport lyonnais, par exemple, est géré par une concession, une délégation de services publics. Ça marche extrêmement bien, c'est beaucoup moins coûteux que la RATP, donc on sait faire ces choses-là. Mais il y a un certain nombre de gens qui considèrent que faire ce genre de choses, c'est juste totalement inacceptable. C'est-à-dire que le débat n'est même pas ouvert. Le débat est interdit. C'est ça qui est dramatique, comme pour la retraite par capitalisation. Il y a un certain nombre de débats, une chape de plomb idéologique qui fait qu'il y a tout un tas de sujets qui sont totalement interdits, et ça c'est absolument scandaleux. Moi ce que j'espère c'est que la jeunesse de France, j'ai beaucoup d'espoir, d'ailleurs je suis assez content de voir qu'ils ne se sont pas laissés embarquer dans la réforme des retraites pour bloquer le pays, etc. La jeunesse de France, elle devrait défiler pour exiger qu'on mette en place un système de retraite qui lui donne de la visibilité sur la pérennisation d'un système. Et il devrait exiger aussi qu'on arrête les oukases collectivistes, néo-collectivistes, qui font que tout un tas de sujets ne sont pas abordés, effectivement, et qu'on s'interdit de faire un certain nombre de réformes dans notre pays. Et donc je compte beaucoup sur eux. Je pense que les jeunes aujourd'hui sont très ouverts sur le monde, voyagent, et quand vous voyagez, même en Europe, sans aller très loin, vous voyez bien que notre pays est complètement bloqué et enfermé dans un carcan idéologique sur tout un tas de sujets. Donc j'ai bon espoir que la jeunesse réveille un peu le pays et exige assez rapidement qu'on ouvre ces pistes de réflexion. Vous ne les voyez pas tous derrière Louis Boyard? Non, je ne les vois pas tous derrière Louis Boyard. Non. Alors l'industrie, l'énergie, l'agriculture, le commerce extérieur, on est dans la foulée de ce qu'on vient de dire. Les chiffres sont catastrophiques dans tous ces domaines, vous le savez. Qu'est-ce qui s'est passé et comment est-ce qu'on peut retourner la situation? Où sont les responsabilités? Alors, les responsabilités, elles sont d'abord chez nous. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de désigner des boucs émissaires faciles, même s'il y a un problème majeur avec le commerce mondial, et on va en parler, j'ai publié un livre dessus. La première responsabilité de l'effondrement de notre industrie et de notre agriculture, vous avez raison de le rappeler, c'est nous. En matière agricole, c'est d'abord un problème de compétitivité du pays. On est juste trop cher, c'est-à-dire que ces prélèvements majeurs, ces 6 points de PIB de plus par rapport à la moyenne européenne, on le retrouve dans les coûts. Et on le retrouve dans le coût du travail, par exemple. C'est-à-dire quand on paye quelqu'un 2 000 € net en France, on a 1 500 € de prélèvement au-dessus. Le coût total, le coût tout chargé, c'est 3 500 €. Vous allez dans n'importe quel pays voisin, en Espagne, au Portugal, en Italie, aux Pays-Bas, vous avez entre 500 et 1 000 € de plus pour une prestation qui est similaire. Et donc ça, on le retrouve évidemment sur les filières agricoles qui sont pas fortement différenciés, c'est pas des produits qui sont très faciles à différencier, fabricant des producteurs de pommes, des producteurs de tout un tas de fruits et légumes, sont en compétition directe avec nos voisins européens. Et donc, quand on a des coûts qui sont supérieurs, forcément, la filière s'effondre, et en plus, on a rajouté à ça une surtransposition des directives européennes qui est absolument ridicule, et qui a fait qu'on a voulu laver plus blanc, on a voulu être beaucoup plus environnementaux et beaucoup plus positifs pour l'environnement que nos voisins, et donc on a tué un certain nombre de filières. On a tué la filière des pommes, on a tué la filière des cerises, par exemple. Donc ça, c'est pour nos responsabilités. La viande aussi, en matière industrielle, j'en ai parlé, c'est aussi ces questions de coûts, plus les réglementations aussi, toutes les difficultés qu'on a à ouvrir des usines en France, pour les mêmes raisons, parce qu'on a surjoué, effectivement, on a surtransposé des réglementations, et donc c'est très compliqué d'ouvrir des usines, ça prend 2 à 3 fois plus de temps que dans nos pays voisins, et ensuite, le coût du travail est bien supérieur aussi. Alors, on avait des impôts de production qui étaient nettement supérieurs que les voisins. Bon, le gouvernement actuel les a pas mal diminués, mais reste encore assez nettement supérieur à ce qui se passe ailleurs. Et puis ils l'ont diminué malheureusement. C'est bien d'avoir compris que c'était un sujet, mais ils l'ont diminué souvent malheureusement sans faire un effort sur la dépense. C'est-à-dire que c'est souvent devenu quelque chose qu'on a transposé sur l'endettement. Donc qui n'est pas une solution en tout cas durable. À court terme, ça a le mérite d'avoir un impact immédiat et d'être positif pour l'économie, mais il va falloir s'attaquer quand même assez vite derrière à la dépense pour éviter de devoir transposer ces baisses d'impôts sur l'endettement. Donc le problème il est chez nous, on en a beaucoup parlé, cette surdépense publique, cette suradministration, cette surdépense publique, cette inefficacité de la dépense publique est entièrement, totalement responsable en premier lieu de ce qui se passe en matière industrielle, en matière agricole. Ensuite, il y a un deuxième problème, il y a une espèce de double peine qui est un commerce mondial, selon moi, déséquilibré et sans éthique, où dans les années 90, les Américains d'abord, mais on les a suivis, ont décidé d'ouvrir les frontières à des pays qui avaient des systèmes de normes sociales et environnementales complètement différents des nôtres. Jusque-là, le libre-échange fonctionnait très bien, et le libre-échange d'ailleurs quelque chose qui fonctionne extrêmement bien, qui est très créateur de richesse quand on met en compétition des économies qui se ressemblent, qui ont la même histoire sociale, la même histoire environnementale, et qui donc ont les mêmes structures de coûts quelque part. Mais quand vous mettez en compétition les pays occidentaux et un certain nombre de pays émergents
convergents, on organise une confrontation directe entre des systèmes qui n'ont rien à voir. Oui, les règles du jeu ne sont pas les mêmes. Les règles ne sont pas les mêmes, donc on a une concurrence déloyale. Vous expliquez très bien, je vous cite, que l'Occident a accepté une mise en concurrence déloyale de ces industries soumises aux normes sociales et environnementales les plus exigeantes et donc les plus coûteuses. Absolument. Voilà. Donc en gros, on s'est mis la tête sous le billot et complètement. Le billot est tombé. C'est pas compliqué. Si vous regardez la dépense sociale chinoise aujourd'hui, c'est à peu près 10 points de PIB. La dépense sociale en moyenne en Europe, c'est 28 points de PIB. Alors nous, on est à 34, c'est complètement aberrant, mais on va pas descendre à 10. Donc on va, j'espère, descendre un jour à 28. Ça sera bien, comme ça on sera compétitif par rapport à nos voisins. Mais entre 10 et 28, des systèmes qui reposent sur de tels écarts de dépenses sociales, c'est des systèmes qui sont effectivement créent des situations de concurrence absolument déloyales. Alors ça pose la question de la souveraineté française et des frontières françaises ou européennes. Donc on voit bien que la France est impuissante dans la crise sanitaire, dans la guerre en Ukraine. L'État français, est-ce qu'il est encore souverain, Denis Père, ou bien est-ce qu'il a définitivement abandonné sa souveraineté à l'Europe au moment où la Chine, par exemple, puisqu'on en parlait, au contraire, monte en puissance? Alors l'État français, il est complètement souverain pour régler tous les problèmes que j'évoquais tout à l'heure d'inefficacité de la dépense publique, et il a déjà devant lui un chantier absolument considérable pour les 10 ans qui viennent pour essayer de remettre au carré la dépense publique et l'efficacité de l'État. Donc là, il est totalement souverain. Ensuite, effectivement, il y a une souveraineté partagée sur tout ce qui concerne les accords de commerce internationaux, et là, il faut qu'on arrive à convaincre nos partenaires européens. La plupart en sont convaincus aujourd'hui. C'est vrai que les Allemands ont une position qui n'est pas toujours facile, mais comme quoi il est probablement nécessaire effectivement d'ériger un système de compensation aux frontières. Alors on a commencé à mettre en place des compensations carbone aux frontières, parce que les aciéristes à un moment donné ont dit, européens ont dit attendez ça suffit, on est en compétition avec des aciéristes chinois et turcs qui n'ont pas de taxe carbone, nous on a des taxes carbone, donc notre acier est plus cher, donc leur acier de fait est moins cher, concurrence déloyale. Et donc on a essayé de mettre en place effectivement des taxes carbone aux frontières, on l'a pas fait de façon suffisamment complète, on n'a pas couvert toute la chaîne, on apprend, donc je pense qu'on va apprendre un peu plus et améliorer le système. Mais je pense qu'il faut faire la même chose en matière sociale. Je pense que le sujet en matière sociale est même encore plus grave. Quand vous avez des ouvriers chinois qui sont payés 7 € de l'heure, voire même dans certains cas pas payés du tout, ou un bol de riz par jour quand ils sont des travailleurs forcés ouïghours dans des camps de travail forcés, et que vous avez en Europe des gens qui sont à 30 € de l'heure, la concurrence est juste impossible. Vous nous donneriez, nous, entrepreneurs occidentaux, les mêmes normes sociales et environnementales que les entrepreneurs chinois, on ferait des miracles. Mais Denis Père, la solution, est-ce qu'elle est nationale ou est-ce qu'elle est européenne? La solution n'est pas nationale. La solution n'est pas nationale. Un pays comme la Suisse, par exemple, qui s'est débrouillé pour être indépendant de tout, s'en tire très bien sur tous ces critères-là. Oui, sauf que la Suisse a déjà une gestion de sa dépense publique qui est autrement plus efficace que la nôtre, et un fonctionnement de sa démocratie qui est parfaitement exemplaire, et qui doit d'ailleurs, je pense, être largement émulé chez nous. Mais la Suisse est un pays qui est très ouvert. Je rappelle que la Suisse est un pays qui est extrêmement ouvert, avec des multinationales qui sont des géants mondiaux, à commencer par Nestlé, basé à Vevey, à côté du lac Léman. C'est un pays extrêmement ouvert. Donc c'est pas du tout un pays qui est replié sur lui-même. C'est un pays qui commerce avec le monde entier et qui a des accords avec le monde entier. Donc la solution, des frontières pour un certain nombre de sujets, mais en particulier pour l'immigration, mais qui a des difficultés d'ailleurs, mais qui pour le commerce et les échanges de biens est très très ouvert. Et donc la solution n'est pas nationale, parce que le repli national, c'est quoi? C'est ce qu'a essayé de faire le Brésil il y a quelques années, qui a dit moi je vais tout faire moi-même. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réussi à construire des ordinateurs qui coûtaient 3 fois plus cher que les autres et qui avaient 5 ans de retard. Donc la solution, c'est pas le repli sur soi, parce que vous n'avez pas assez d'émulation, vous n'avez pas assez de compétition, vous avez que des monopoles de fait qui vivotent et qui coûtent cher et qui sont mauvais et sans aucune forme d'innovation. Donc la solution, c'est d'avoir probablement une zone de libre-échange la plus vaste possible au niveau des pays développés. Moi, c'est ce que je préconise, qui représente quand même 50% du PIB mondial. Donc c'est l'Europe, les États-Unis, le Japon, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, Singapour, c'est 50% du PIB mondial. Donc une vaste zone de libre-échange. Et puis pour le reste du monde, avoir des compensations sociales et environnementales aux frontières, spécialement sur les industries stratégiques dont on a complètement perdu le contrôle, avec un vrai problème de souveraineté, vous avez parfaitement raison, spécialement dans la transition énergétique. Ce dont on ne se rend pas compte aujourd'hui, c'est que dans la transition énergétique, pratiquement tous les segments aujourd'hui sont partis en Chine. 90% des panneaux photovoltaïques sont fabriqués en Chine. 80% des cellules de batterie lithium-ion, qui sont le cœur de la batterie, est fabriqué en Chine. Entre 70 et 85% du raffinage des produits clés, nickel, lithium, cobalt, est fait en Chine. Les éoliennes,
c'était un des derniers segments où les Occidentaux s'en tiraient à peu près. Vous aviez 3 leaders qui émergeaient à peu près, qui étaient encore en tête du classement il y a quelques temps, que sont Siemens Gamesa, Vestas, donc Siemens Gamesa qui est allemand, Vestas qui est danois et GE qui est américain, General Electric. Ces 3-là étaient en tête, ils sont toujours en tête, mais ils annoncent des pertes cumulées là, de 4,5 milliards l'année dernière de dollars. Donc ils sont en train de perdre pied. Aujourd'hui, un fabricant d'éoliennes chinois, une éolienne en mer qui normalement coûte beaucoup plus cher, chinoise, coûte le même prix qu'une éolienne à terre en Occident. Donc ils sont en train de perdre pied. Les Chinois ont l'avantage de normes sociales au rabais, de normes environnementales au rabais, que l'État chinois subventionne en plus massivement ces industries, ce que j'ai appelé le triple dumping dans mon livre Le Contrat mondial, et en plus a un marché intérieur considérable qui est quasiment fermé aux acteurs étrangers. Et donc tout cela fait qu'ils se sont emparés de l'ensemble des segments, y compris des segments d'avenir qui sont en train d'émerger, par exemple sur la fabrication de l'hydrogène, les électrolyseurs qui sont ces appareils qui permettent de fabriquer l'hydrogène. Il y a une étude qui est sortie, Bloomberg New Energy Finance, septembre 2022, qui regarde 20 fabricants, des Chinois et des Occidentaux, dont McPhy le français, et qui montre que l'hydrolyseur chinois en moyenne coûte 25% du prix de l'hydrolyseur occidental. C'est fou. Le quart du prix. C'est dramatique. Comment peut-on faire ça sans frontières, hein? Et alors, sur l'immigration, vous avez un peu le même raisonnement. Vous dites qu'il vaut mieux mettre des frontières européennes, très rapidement parce qu'il faut qu'on termine, oui. Mais des frontières européennes, vous croyez au renforcement de Frontex plus qu'au renforcement des frontières hexagonales? Je pense qu'il faut commencer par travailler là-dessus, il faut taper du poing sur la table, il faut exiger effectivement que les frontières européennes soient protégées, qu'on ait une forme d'immigration choisie et non pas subie. Et je pense que toujours pareil, par rapport aux échanges internationaux, je pense qu'il faut des systèmes de compensation sociale et environnementale de petit niveau sur les produits du quotidien pour pas assommer le pouvoir d'achat des Français, sur les t-shirts fabriqués au Bangladesh, mais très peu, de 4, 5%, 6%, et que on baisse ces compensations en fonction de la capacité des pays à progresser sur un certain nombre de critères sociaux. Par exemple, les normes du Bureau international du travail, l'interdiction du travail des enfants, la liberté syndicale, etc. Et qu'on reverse l'intégralité de ces sommes à ces pays en fonction de leur capacité à se développer, à investir dans l'éducation, dans les dimensions sociales, etc. Et ça, c'est une manière, je pense, efficace de permettre à ces pays d'émerger, je pense à l'Afrique en particulier aussi, permettre à ces pays d'émerger, de se développer et fixer les populations sur place, qui est un enjeu absolument majeur au XXIe siècle. C'est ça, vous en faites un moyen de limiter et même de stopper l'immigration. Bien sûr, hein. bien sûr. Ce qui est intéressant. 2 mots pour terminer sur LR. LR se relèvera-t-il? Comment est-ce que l'union des droites est indispensable, Denis Père, face à Macron? Non, je ne pense pas que l'union des droites soit indispensable. Je pense même qu'elle est à repousser même. Je ne pense pas que ce soit une solution. Je pense qu'il va y avoir une fenêtre d'opportunité pour LR, puisqu'Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter à la prochaine élection présidentielle, et que donc LR peut renaître de ses cendres à cette occasion. Je rappelle que Emmanuel Macron est parti de rien, donc LR, en partant à 5%, peut espérer faire beaucoup plus, en reprenant à Emmanuel Macron une bonne partie de l'électorat qu'il a pris, et en allant peut-être chercher quelques voix aussi à l'extrême droite, ou en tout cas chez Éric Zemmour, avec un discours de droite parfaitement assumé, que LR n'a plus depuis très longtemps, parce que LR, depuis pas mal d'années, a plus beaucoup de convictions. Le parti est dominé par des technocrates, des gens qui viennent essentiellement de la sphère publique, qui connaissent pas le secteur privé, qui n'ont pas de véritable conviction sur les sujets de réforme du pays, et qui n'ont donc pas de capacité à convaincre sur la nécessité de réformer le pays. Et donc ils se sont fait voler leur électorat petit à petit par des gens qui eux avaient plus de convictions. Donc je pense que LR a une vraie opportunité pour rebondir effectivement à la prochaine présidentielle, mais encore faut-il qu'ils aient un candidat qui incarne effectivement ses idées et ses valeurs, et ça je pense pas qu'il l'ait trouvé encore. Denis Père, merci beaucoup d'être passé nous voir, merci, c'était passionnant, et on vous retrouve, chers téléspectateurs et internautes, dans une semaine pour un nouveau grand entretien.